Merci beaucoup à Nolwenn de son accueil, du lieu, de la partage logistique. Et puis bienvenue Juliette, bienvenue à Rezé. Merci. Pas à Nantes. Donc vous avez vu Nolwenn de la Petite Gare, on parlait des Fameuses. Donc les Fameuses, c'est une association féministe. Et juste, je propose aux personnes qui sont administratrices de lever la main si vous avez envie un peu d'échanger sur l'association après, pendant le temps de... Voilà, donc on a Nina, Louise, Didier, Clémence et Florence. Juliette, vous êtes donc militante, autrice et éditrice aussi aux éditions du commun. Donc pour les personnes qui peuvent voir, on a un peu l'ensemble des ouvrages soit que Juliette a publiés, traduits ou édités. Et donc lutter ensemble, je ne sais pas où il est. Il est là, voilà, il est plus gros. Pour de nouvelles complicités politiques aux éditions Cambourakis en 2018, La vie têtue en 2022 aussi aux éditions Cambourakis, et donc le dernier ouvrage, Pecnaude aux éditions Cambourakis, qui est sorti en septembre de cette année. Donc vous présentez ce livre-là à travers un peu la France. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'attentes et d'intérêt depuis plus d'un mois. Peut-être déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a, dans l'accueil du livre et les retours que vous avez eus, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris, touché, marqué ? Oui, alors ce qui me vient en premier, c'est que dès les premières rencontres avec Pecnaude, je me suis rendu compte que j'avais pris une habitude avec La vie têtue qui était très confortable. C'est que La vie têtue, c'est vraiment un livre, on pourrait dire que c'est écrit Histoire de bonne femme, en gros, sur le livre. Et du coup, j'ai été assez tranquille, finalement. Et puis en plus, sur un sujet qui est le deuil, qui est un sujet quand même assez consensuel, quoique peu exploré, mais enfin assez consensuel. Et avec Pecnaude, je me suis rendu compte très rapidement qu'en allant sur le sujet des ruralités, je retombais dans un milieu hostile et du coup là où La vie têtue, les rencontres de La vie têtue étaient plutôt très tournées vers un truc finalement assez émotionnel et très souvent d'ailleurs en mixité choisie de fait parce que il y avait c'était plutôt le public que ça attirait. Avec Pecnaude, voilà, voilà, j'ai découvert que je me suis rappelé en fait que quand on touche à des sujets qui ne sont pas exclusivement considérés comme étant des sujets féminins, il se passe d'autres choses qui sont peut-être parfois moins agréables. Voilà, donc... On va essayer que ce soit agréable ce soir. On l'entend, et puis là, avec ce dernier passage, il y a une question de poésie, de musique des mots et de travail de la langue. Aussi, il y a des expérimentations, des rapprochements, des changements, des substitutions de mots. Et en fait, j'ai initié et eu envie de vous accueillir, de vous recevoir et de partager un moment aussi parce que moi, c'est le titre Pecnaude et les premiers mots que j'ai pu lire du livre qui m'ont vraiment, avant même de découvrir toute la richesse qui se déployait à l'intérieur, qui m'ont vraiment touchée très fort. En fait, moi, je cherchais depuis longtemps à nommer ce sentiment de mépris, d'exclusion, de fait, voilà. Et en fait, je cherchais à nommer l'oppresseur, le parisianisme, mais c'était pas juste la culture bourgeoise, le début d'un colonialisme. Il y a des choses de vraies, mais c'était pas juste. Et en fait, de revenir à nommer cette position du vécu en fait de la personne concernée, l'expérience, voilà, ça a tout de suite sonné très juste. Et du coup, dans ce rapport à la langue et aux mots et aux dires, c'est quelque chose que vous avez, qui me semble très important pour vous. C'est quelque chose que vous avez découvert, qui a toujours été là, que vous avez travaillé. Moi, je dirais que c'est quand même le fruit d'une longue conquête en moi-même, l'accès à l'écriture, pour plein de raisons, mais du coup, j'en parle un petit peu dans Pecnaude. Mais c'est marrant parce que du coup, là, il y a tous les livres, donc on peut voir celui-ci qui est le premier en 2018, qui, voilà, vous voyez la taille du truc. Donc clairement, j'avais des choses à prouver. Qui fait que, voilà, pas plus de 500 pages, ou 300, enfin voilà. Ouais. Et avec l'idée quand même, donc bon, déjà voilà, une envie d'écrire, j'écrivais depuis longtemps, mais l'idée qu'il fallait écrire quelque chose d'utile. Donc on repassera, hein, utile 400 pages, c'est pas très, voilà, ça circule pas énormément quand ça fait cette taille-là, mais bon voilà. Mais en tout cas, cette idée que pour m'autoriser à écrire, il fallait que ça soit un livre qui soit utile, donc
je ne m'attarde pas sur cet essai, mais voilà. Et puis ensuite, il y a eu la traduction de Joie militante, qui, je pense, a été quand même très importante dans l'autorisation à écrire, puisque Joie militante, c'est un essai qui parle de la question des affects dans les luttes. Et que moi, ça m'a permis, à un moment où ça faisait peut-être 10 ans que ma vie, c'était essentiellement le militantisme, de revenir m'interroger sur la question de mes propres affects, des affects en général, et aussi cette question de la relation, des relations, de qu'est-ce qui fait famille, qu'est-ce qui fait milieu, qu'est-ce qui fait communauté, etc. Et en fait, je pense que le début de l'autorisation littéraire, ça a été avec La vie têtue, où là, il y a quand même une grosse réflexion sur la question de l'héritage des violences patriarcales. Et notamment, en fait, je m'en suis rendu compte longtemps après avoir fini le livre, dans les présentations, que finalement... alors, La vie têtue, je l'ai vraiment écrit parce que j'avais besoin de l'écrire. Et je pense que c'est important de le dire à ce moment-là. Donc moi, à ce moment-là, j'avais écrit Lutter ensemble, je faisais du journalisme. Et l'envie l'écriture littéraire, c'était une envie qui était là, très présente, mais quelque chose que j'osais à peine imaginer, quoi. Ça me semblait tout à fait inaccessible. Et l'autorisation, elle est venue grâce à une résidence d'écriture queer et féministe organisée par une autre autrice de Cambourakis qui s'appelle Marcia Burnier. Donc, je crois qu'il va y avoir la 3e ou la 4e résidence cette année. C'était la première. Et à ce moment-là, ça a été pour moi un gros moment de libération, parce que j'avais ce texte avec moi, mais je n'en avais parlé absolument à personne. Et bon, je vous passe les détails, mais en tout cas, cet espace-là m'a permis de lâcher beaucoup de choses et d'aller vers l'écriture de La vie têtue. Et donc, avec une compréhension quand même de ce que, finalement, l'éducation genrée et un certain héritage, en fait, m'avait finalement... voilà, je pense que la charge d'écrire quelque chose d'utile et l'idée, quelque part, que la poésie, la littérature, c'est pas utile. Moi, j'avais quand même ça très fortement en tête. Et toujours, je me débat toujours avec ça, quoi, le fait que... Dans un monde qui brûle, prendre le temps d'écrire de la poésie, c'est quand même un choix qui me semblait pas neutre, quoi. Et du coup, avec La vie têtue, je pense qu'il y avait voilà, ça tirait cette réflexion-là, ou en tout cas cette conquête-là pour moi-même, du point de vue de la remise en question de l'héritage genré. Et avec Pecknold, ça a vraiment été pour le coup la question de la ruralité. Alors là, j'aurais beaucoup de choses à dire sur la question sur le poids du geste d'écrire vis-à-vis de l'histoire justement des ruralités. Peut-être je ne vais pas aller tout de suite là-dessus, mais en tout cas, clairement, ça a été une question en continu dans Pecknold. Et qu'est-ce que peut bien valoir l'écriture dans un monde qui va aussi mal? À quoi peut bien servir l'écriture, et puis à quoi peut bien servir dans l'absolu tout ce qu'on fait? Mais aussi se poser la question, et parce que je pense que c'est une question centrale, en fait, à la fois dans les ruralités comme elles ont été construites comme objets politiques, mais aussi de manière générale, je crois que ça vient toucher à des questions qui sont très, très brûlantes aujourd'hui. Cette question de l'écriture comme d'un geste futile, qui serait du coup futile par opposition à des gestes qui ne le seraient pas. Je pense, représentation du monde qui m'a fortement été transmise dans ce contexte rural qui est le mien. Mais je pense qu'il est aussi lié à des effets de classe, et qui, moi, aujourd'hui, fait partie de ce que j'appelle les tensions fertiles, c'est-à-dire que je continue de m'interroger. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas une question résolue, quoi. De prendre, j'allais dire la liberté, je ne sais pas si c'est une liberté, mais en tout cas de se saisir de ce geste de l'écriture. Voilà, je ne sais pas si cette réponse est... Oui, tout à fait. Vous parliez des gestes. Ça fait écho pour moi à une chose qui traverse beaucoup le livre, c'est
ce que je dirais moi le corps-paysage, le lien, les parallèles, les symétries entre la terre, le corps. Et pour moi, ça a fait écho à ce que peut dire Fatima Wassak sur le rapport des habitants, des habitantes des quartiers populaires à la privation du droit à se sentir appartenir à une terre et de la revendication du coup d'une liberté de circuler aussi, comme un projet écologiste assez large, fédérateur, même si j'aime pas tellement le mot, mais... Est-ce que vous y voyez-vous un écho? Est-ce que ça a pu résonner et peut-être est-ce que vous voyez une lutte commune ou des convergences se dessiner sur cet axe-là ou autre chose? Je vois une grosse différence, mais qui fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles, notamment, je peux être attaquée aujourd'hui avec Pecknold. C'est que moi, dans Pecknold, je parle d'une dynamique territoriale d'exploitation qui vient complètement annihiler, y compris les milieux vivants qui sont les nôtres. Dont les principaux acteurs, dont les premiers acteurs sont celles et ceux qui héritent, enfin principalement ceux d'ailleurs, qui héritent de ces territoires. Donc il y a quelque chose d'ambivalent finalement, je trouve, dans ce qu'on pourrait dire être une forme d'agentivité des populations rurales. Moi, donc, je viens du pays de Châteaubriand, qui n'est pas très loin d'ici, d'une campagne très agro-industrielle. Chez moi, les principales activités économiques, donc c'est l'agriculture sous une forme très productiviste, on va dire, et c'est l'agro-industrie avec, à Châteaubriand, il y a des gros abattoirs, il y a une usine, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Châteaubriand, mais voilà, une usine de fabrication de matériel agricole. Il y a pas très loin une usine Lactalis. Moi, le village duquel je viens, globalement, c'est soit on travaille dans l'agriculture, soit on travaille à Lactalis, et puis des transporteurs routiers. Donc c'est le paysage de l'agro-industrie. Donc l'ambivalence qui n'est pas des moindres, et que moi j'essaie de nommer dans Pecknold, en essayant de tirer là-dedans le fil de ce qui constitue aussi une histoire patriarcale et aussi une histoire, on pourrait dire, une histoire de la xénophobie et du racisme, on va le dire comme ça, c'est que je pense qu'on est dans des territoires qui sont à la fois le produit d'une histoire sociale et politique et qui en sont les victimes, mais qui sont aussi les acteurs de cette histoire-là. Et que c'est cette difficulté, je crois, enfin pour moi c'est ça qu'il faut réussir à nommer aujourd'hui, et qui du coup, je pense, à la différence des quartiers populaires, je pense qu'il y a une agentivité, et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'agentivité dans les quartiers populaires, mais je pense qu'il y a une agentivité dans les ruralités à laquelle on aimerait ne pas toucher. Et je pense que notamment tout un discours qui voudrait présenter les habitants des ruralités principalement comme les victimes en fait, de leurs conditions, avec lequel moi je suis en désaccord. C'est-à-dire je pense qu'il faut nommer ces contradictions-là. Peut-être pour des gens qui seraient moins familiers, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme agentivité? L'agentivité, un exemple. L'agentivité, ça veut dire le pouvoir d'agir qu'on a sur nos propres vies. Et peut-être pour aller plus loin dans ce que je dis, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et hier, je faisais une présentation à Châteaubriand, chez moi. Donc, c'était la première fois que je présentais un de mes livres à Châteaubriand. Et j'étais à la fois très contente que ça puisse se faire et en même temps très stressée. Et principalement, le point un peu névralgique de la discussion a joué autour de la question de la légitimité d'appartenance, qui est très forte dans un territoire comme le nôtre, à savoir qui est vraiment légitime et qui va toujours se redistribuer entre des gens qui sont d'ici, qui ont toujours été de là, comme on dit, et qui ne sont jamais partis. Les gens comme moi qui sont de là, qui sont partis, qui sont revenus, qui deviennent des néos, et puis les néos absolus qui ne sont pas de là. Et ce tri revient en permanence. Moi, j'ai grandi avec ça, parce que j'ai grandi là-bas, mais dans une famille qui n'était pas de là, qui était de gauche. Enfin, autant de choses qui, de fait, contribuent à faire de nous des étrangers. J'utilise le terme étranger à dessein, parce que ça fabrique, en fait, je pense, à partir de là, on a les bases d'un rapport au monde qui, à mon avis, prête largement le flanc, comme je le disais tout à l'heure, à minima à de la xénophobie, pire à des formes de racisme. Et en fait, comment dire, je pense qu'il y a ce que j'essaie de creuser moi dans Pecknold
avec mes petits moyens qui sont ceux de la poésie, c'est pas un essai, c'est pas un texte de sociologie, c'est de chercher à comprendre comment cette subjectivation, comment la façon dont on a été construit comme sujet et qu'est-ce qu'on vient nourrir, nous aussi, je dis nous en tant que ruraux, à cet endroit-là, peut servir l'une ou l'autre interprétation politique du monde, on va dire. Et pourquoi? Et ça, c'est marrant parce que des fois, je trouve que comment dire, la façon, voilà, c'est ça, la façon dont je pense on a aujourd'hui, et d'ailleurs sur l'ensemble du spectre politique, une tendance à venir parler notamment des territoires ruraux de façon essentialisante et en faisant des victimes absolues, et qu'on voit que c'est un discours qui, en fait, fonctionne très bien à l'extrême droite, mais qui aussi fonctionne très bien pour l'agro-industrie. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt économique à ce discours. Et cet intérêt économique, et par ailleurs, ces enjeux économiques sont aussi la base de ce qui constitue notre aliénation, puisqu'on est quand même dans une condition territoriale et sociale dans laquelle, en gros, l'ordre, on va dire l'ordre social, patriarcal, raciste, permet en fait une exploitation qui, in fine, rend invivables les territoires qui sont les nôtres. Donc, et moi, c'est les fils de tout ça que j'essaie de tirer. Encore une fois, ça n'est pas un essai, c'est un texte de sociologie. Mais oui, ce que j'allais dire, effectivement, c'était là que j'en venais, c'est que j'allais dire la vie et les livres ont une façon de se percuter qui me fait toujours un peu halluciner. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai l'impression que j'écris un livre et ensuite la vie rentre dedans ou inversement. Enfin, il y a une espèce de synchronicité comme ça. Et en fait, j'ai fini Pecno au printemps, un petit peu avant le printemps. Et puis, il y a eu la période politique, voilà, il y a eu les élections européennes, puis les élections législatives, moment où moi, j'ai décidé de me mobiliser fortement et de révéler l'endroit où j'habite, ce que je n'avais jamais fait jusque-là. J'avais toujours été très discrète jusque-là sur l'endroit où je vis, pour tout un tas de raisons. Sauf que ça me semblait plus possible à ce moment-là, parce que pour moi, il était clair que ce qui se passait, et qui se passe toujours, c'est qu'en fait, la dynamique politique en cours est en train de rendre cet endroit-là inhabitable pour moi. C'est à un moment donné, ça sera plus possible d'y vivre. Et donc, c'est une question très immédiate de pouvoir continuer à habiter ces endroits, et notamment d'assumer d'en faire des endroits de bataille politique. Et là, pour le coup, on touche, et c'est pour ça que je disais que, voilà, depuis que le livre est sorti, je me suis rendu compte que j'allais sur un terrain qui était beaucoup moins consensuel et où on allait beaucoup plus venir m'attaquer, et y compris depuis la gauche, pas du tout seulement depuis la droite. Si j'essaye de reformuler un peu ce que j'ai compris de ce que vous dites, c'est les mécanismes qui font souffrir les corps, la terre, créent aussi des bénéfices, des avantages et de l'agentivité et donc de la capacité d'agir pour certaines personnes. Et il y a forcément des aménagements et des paradoxes qui font que, voilà, et que du coup c'est important pour vous de nommer ça pour pas rentrer dans quelque chose de monolithique qui fait qu'après ça laisse la porte ouverte à un récit qui est unique, qui est effectivement de victimisation et donc et qui enchaîne sur des bénéfices autres. Ok. Peut-être on peut passer aux questions de la salle. Si vous êtes à sec, j'en ai en stock, mais voilà. On pourra revenir, mais j'imagine qu'il y aura des questions sur ce que vous disiez sur la question du frein à l'écriture et de l'ambivalence aussi dans le geste. Je vous laisse. Ouais. Et donc, je crois pas trop près. Comme ça, du coup, c'est bon? Est-ce que comme ça, c'est bon? Ok, super. Moi, je voulais savoir, à titre assez personnel, comment... je peux te tutoyer? Évidemment, cool. Oui. Comment est-ce que toi, tu as dealé, ou est-ce que tu deals encore avec cette sensation avec le fait d'avoir quitté la campagne, en fait, et d'être revenu, et de pouvoir à la fois être légitime d'écrire sur la campagne, à la fois, comment est-ce que tu arrives à refaire partie, en fait, de la campagne maintenant? Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, c'est... Alors, c'est encore en cours, c'est très frais comme sujet. Moi, j'ai l'impression en fait que cette tension autour de l'appartenance, elle a toujours été là, dans le sens où, mais je pense que, en vérité, je pense que c'est un régime qui s'applique à tout le monde. Et
encore ce matin, j'en discutais avec un de mes cohabitants parce que la conversation hier soir m'a agité une partie de la nuit. En gros, sur la question de comment on fabrique un commun et qu'est-ce qui fait tension à l'intérieur de ce commun. Parce qu'en fait, pour qu'une communauté existe, elle a besoin à un moment donné de déterminer où elle s'arrête, où elle commence. Et qu'une communauté, évidemment, elle est aussi déterminée par les rapports de pouvoir dans lesquels elle est prise. Est-ce qu'elle est dominante, est-ce qu'elle est dominée? Puis des fois, c'est plus compliqué que ça, des fois, elle est les deux. Je pense que dans le cas de la ruralité, typiquement, on est dans ce type d'ambivalence. C'est-à-dire, à la fois, les populations rurales sont le fruit d'une histoire politique, qui est une histoire politique de la domination, de l'annihilation. En Bretagne, on connaît cette histoire, y compris elle a été écrite d'une façon très instrumentale, cette histoire de la domination des Bretons et des Bretonnes. Mais on est aussi, et aujourd'hui, on le voit bien avec ce qui constitue le cœur du discours du RN, on est aussi aujourd'hui dans un rapport de domination où l'exaltation d'une identité vécue comme opprimée, mais qui en réalité est oppressive, fonctionne extrêmement bien. Et moi, j'ai l'impression d'avoir, avec du recul, mais vraiment, enfin, c'est très récent pour moi, c'est-à-dire même quand je suis revenue m'installer, c'était pas clair. Par exemple, ce que je racontais tout à l'heure, cette tension autour des néos et des vrais, etc., moi, je la questionnais pas tellement, c'est-à-dire j'avais moi-même un discours assez vite critique sur les néos, que je voyais tout de suite comme des urbains qui n'ont rien compris à la campagne, etc. Ça ne veut pas dire que tout ça n'existe pas, mais je questionnais pas tellement en fait les fondements idéologiques de ce truc-là. Et c'est avec du recul que je me suis rendu compte que finalement cette tension autour de l'appartenance a toujours été là et que, par exemple, ça c'est quelque chose dont j'essaie de parler dans Pecnode, quand j'étais enfant à l'école, il y avait un tri qui s'opérait entre les enfants qui reproduisaient le stigmate appliqué aux ruraux, dans le sens où, en fait, se traiter de plouc et de beauf, c'était vraiment un truc, même au collège, enfin voilà. Et chez moi, il y avait même des noms de villages. Les gens de Souvache ou de Saint-Marc-la-Jaille, c'était forcément les plus ploucs, parce que les pauvres, vous voyez les noms des villages, quoi, c'est dur. Mais enfin, globalement, on était tous des ploucs et on le savait. Mais c'était quand même ça qui permettait de se trier. Et moi, j'ai compris un truc après coup, c'était qu'à l'école primaire, le tri, il opérait aussi sur la nature des fermes. C'est-à-dire, plus l'exploitation était grosse et fonctionnait bien, moins on était des ploucs, et plus on avait des petites fermes qui s'en sortaient pas, et plus on était des bouseux. Donc ça veut dire que, et ça m'émeut de le dire en fait, mais ça veut dire que le stigmate appliqué à la ruralité, là, quand on voit à quel point il sert l'agro-industrie. Et moi, en revenant, j'ai compris que je crois qu'il y a une espèce de truc d'acceptation, mais qui s'est un petit peu entériné là, avec la période des législatives, en fait, je ne ferai jamais partie, je ne serai jamais pleinement acceptée. Et cette acceptation, par ailleurs, n'est plus désirable, ce n'est plus quelque chose que j'ai envie de chercher. Et par ailleurs, je crois que je n'ai plus envie de me taire ou un peu de baisser les chines devant, encore une fois, cette façon de trier et de déterminer qui peut appartenir et qui ne peut pas appartenir, puisqu'elle ne fonctionne pas. Et puisque, par ailleurs, elle exclut à peu près tous les gens auxquels je tiens. Voilà. Et après, il n'en demeure pas moins, et ça faisait partie de la discussion hier, je vous la restitue parce que je pense que ça fait partie des endroits quand même intéressants de tension, c'était comment penser le fait, comment penser le retour quand le fait d'être parti nous a permis d'acquérir des outils qui sont notamment des outils de la domination, dans mon cas l'écriture, qui est historiquement vraiment l'outil de la domination et qui est concomitant en fait, l'apparition de l'écriture dans les campagnes est concomitante de la disparition des cultures paysannes qui sont des cultures orales. Donc c'est aussi le poids de cet outil-là. Moi, quand je m'en saisis, je sais qu'il y a le poids de cet outil-là. Ce qui, pour moi, n'implique pas de ne pas y avoir recours, mais implique de penser mes responsabilités quand j'y ai recours. Et c'est là, je pense, qu'il y a un vrai désaccord, c'est-à-dire entre un rejet pur et simple de ce qui constitue les outils de la domination avec lesquels on revient quand on est parti, et pour moi, là où il y a des choses qui font sens, c'est que là où ça a un lien avec tout ce que je viens de dire sur qu'est-ce qui, en gros, constitue un régime de l'appartenance, ce régime de l'appartenance va systématiquement déplacer la question, poser la question du qui peut habiter ici, qui a le droit d'habiter ici, alors que la vraie question, c'est comment on habite ici. Et que tant que la question se redéplace sur le qui, la question du comment, elle est effacée, elle est invisibilisée. Et du coup, moi, je m'accroche à ça. Je me dis que ce que j'ai envie de nourrir, c'est le comment et de combattre le qui. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Enfin, c'est très nécessaire.
Et moi, c'est la première fois que je vois ce genre de projet, en tout cas en vrai, comme tu es là, du coup. Et merci beaucoup. Enfin, c'est vraiment hyper nécessaire et hyper important. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut le bâton de parole? Il y a une personne Bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous aviez lu les travaux de Benoît Coquart, Félicien Faury et Raphaël Chalier. Je suppose que oui, du coup. Parce que moi, je les ai lus et ça m'a un peu fait une épiphanie sur des trucs que j'arrivais pas à mettre, des termes que j'arrivais pas à mettre. Et je me suis demandé si c'est des choses qui étaient venues dans vos réflexions aussi déjà en écrivant Pecknode, ou si ça vous a apporté quelque chose de plus et que vous regrettez de ne pas avoir pu mettre dans Pecknode. Oui, alors je les avais. Alors, ça dépend lesquels. Benoît Coquart, je l'avais lu il y a quelques années. Félicien Faury, je l'ai lu après avoir fini Pecknode. En fait, les textes qui m'ont beaucoup influencé pour Pecknode et qui sont aussi des textes de sociologie, c'est Yael Amselem Mingui, Les filles du coin. Sophie Orange et Fanny Renard, qui sont nantaises, je crois, qui ont écrit des femmes qui tiennent la campagne. Valérie Joussaume, qui est aussi nantaise, Plouc Pride, qui elle est géographe. En fait, j'ai été beaucoup plus inspirée par des textes de sciences sociales que par des textes de littérature pour écrire Pecknode, mais aussi parce qu'en fait, je crois qu'il y avait vraiment ce truc d'avoir soif, d'avoir besoin de lire des travaux en sciences sociales pour comprendre. Et par exemple, en lisant Yael Amselem Mingui, j'ai vraiment compris des choses de mon enfance et de mon adolescence que sinon j'aurais pas comprises. Et notamment, je vous donne un exemple, c'est un peu drôle parce que dans Les filles du coin, Yael Amselem Mingui, elle raconte, elle parle notamment de la question de la mobilité qui est centrale et qui est une spécificité, on pourrait même dire est un des critères de ce qui peut caractériser un territoire rural. Et comment, en fait, l'accès à la mobilité est inégalement réparti du point de vue du genre. Notamment, à l'adolescence, c'est beaucoup plus les garçons qui vont avoir accès à des scooters que les filles. Et du coup, les filles, pour pouvoir avoir accès à la mobilité, vont en général chercher un garçon qui a un scooter. Et donc, moi, j'ai revu mon entrée fracassante dans l'hétérosexualité à l'adolescence, quoi. Ah, ok. Et en fait, hier soir, j'ai raconté ça à la librairie et juste devant moi, il y avait la mère de mon premier copain qui avait un scooter et qui m'a regardée comme ça et j'ai dit « Mais c'est pas du tout pour ça que je... » C'était un moment un peu drôle comme ça. Mais voilà, donc moi j'avais vraiment, et encore aujourd'hui, j'ai vraiment soif de sociologie de la ruralité et du genre, parce que je trouve qu'on manque beaucoup de grilles d'analyse. Et après, plus généralement, sur les textes, sur l'analyse des territoires ruraux, je suis vraiment toujours assez énervée de voir comment, dans le débat public et notamment médiatique, quand un texte de sociologie, qu'il s'agisse de Benoît Coquart ou de Félicien Faury, sort, on va systématiquement considérer qu'il a parlé pour tous les territoires ruraux, en effaçant absolument la pluralité de ces territoires. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un manque d'imagination, mais un manque d'intérêt, tout simplement, en fait. Et bon, à la rigueur, moi, que le regard urban gaze, comme on dit, ne cherche pas la pluralité, ça ne me gêne pas particulièrement, puisque ce n'est pas à travers lui que je me vois. Par contre, pour ce qui est de comprendre qu'est-ce qui fait la spécificité du territoire où j'habite, aussi pour comprendre comment agir politiquement dans cet endroit-là, j'ai besoin de ces textes-là. Et il y a un dernier texte, moi, qui m'a énormément bouleversée, en fait. C'est Silence dans les champs de Nicolas Legendre, journaliste qui a écrit sur l'agro-industrie en Bretagne. Et on vient pas exactement du même coin, mais on vient du même département tous les deux. Et pour le coup, Nicolas Legendre travaille notamment sur les effets en tout cas les endroits d'affinité et de convergence entre la construction, l'émergence de l'agro-industrie bretonne et l'héritage de l'extrême droite et de la collaboration, du collaborationnisme breton. Et pour le coup, ça fait aussi partie des sujets, je crois, qui sont, pour moi, qu'il va falloir creuser dans les années à venir, mais qui suscitent là aussi une levée de bouclier
absolument énorme. Et une dernière personne que je voudrais citer, même si je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'elle dit, et qui a pris, je pense, qui a pris cher dans sa vie, c'est Françoise Morvan, qui a écrit sur le mouvement breton et l'extrême droite, et qui a écrit récemment un petit libelle au Seuil qui s'appelle « Le culte des racines », et qui s'intéresse notamment à la façon dont, en gros, elle analyse la façon dont l'idéologie de l'enracinement se perpétue, et sur l'ensemble de l'échiquier politique, c'est-à-dire y compris en Bretagne, comment elle est perpétuée, y compris en Bretagne par les socialistes, dans l'intérêt, en favorisant, pour favoriser les intérêts de l'agro-industrie bretonne. Et peut-être une dernière chose, c'est qu'en fait, moi, j'étais très inspirée dans mon histoire militante. J'ai eu la chance, j'ai beaucoup milité en France, mais aussi au Brésil, et dans le mouvement altermondialiste, du coup, avec des personnes issues de mouvements sociaux un peu partout dans le monde. Et j'ai beaucoup été marquée par le concept de corps-territoire. Et notamment d'avoir milité du coup avec des féministes un petit peu partout sur le continent américain, en fait, d'un petit peu partout, qui se posaient la question du lien entre le corps et le territoire, des corrélations, de l'imbrication entre le patriarcat, le colonialisme, l'extractivisme, m'a permis, je crois, de regarder différemment mon territoire et de m'interroger justement. Et quand même, Peknod, c'est aussi cette tentative d'écrire le territoire à partir du corps, d'où la place de la sensorialité. Et d'affirmer qu'on peut construire une analyse politique à partir de l'expérience sensorielle du monde, qui n'est pas un acquis, on va dire, mais voilà. Tu disais tout à l'heure que du coup, à gauche, c'est pareil, il y avait beaucoup de critiques et que tu t'en étais pris pas mal dans la tête. Quelles sont ces critiques-là qui émanent de la gauche et qui sont, est-ce qu'elles sont surprenantes ou pas, et dans quelle mesure elles le sont ou pas, même si j'ai l'impression que ça recroise un peu ce que tu viens de dire à l'instant, par exemple. Ouais. En fait, c'est quelque chose que je suis encore en train d'analyser. C'est-à-dire... Bon, alors, oui, je vais dire ce que c'est les critiques. Bourgeoises, bobos, qui surconceptualisent la campagne, qui écrit une poésie hygiéniste... voilà. Bon, on va s'arrêter là. Et j'avoue que... C'est des élus, c'est des journalistes, Alors, il y a un mélange de gens issus de l'extrême gauche, d'antiféministes, mais je pense aussi Alors, est-ce que j'ai envie de rentrer dans la polémique tout de suite? Je ne sais pas. Disons qu'en tout cas, je pense qu'il y a un désaccord profond sur la façon dont on mobilise les catégories politiques qu'on considère comme opprimées, dans mon cas, celle des beaufs, et à quel point est-ce qu'on leur reconnaît une agentivité ou pas. Moi, je pense qu'il y a un désaccord aussi sur le fait que moi, je parle à partir d'un endroit précis et à partir de l'intérieur de cet endroit-là, qui fait que je le considère comme le terrain d'une bataille politique et qui fait que j'assume d'avoir des désaccords avec les gens avec qui j'habite. Je n'ai pas une positionnalité supérieure qui souvent va dissimuler sa supériorité en justement en exacerbant ou en exaltant un petit peu l'idée que les opprimés seraient en eux-mêmes fondamentalement de gauche et révolutionnaires et je ne sais pas quoi. Parce que moi, je crois, en tout cas, dans le cas des gens que je connais, des gens avec qui je partage mon milieu de vie, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Et je pense qu'à plein d'endroits du spectre politique à gauche aujourd'hui, il y a une envie que je peux comprendre parce qu'effectivement, ça serait plus simple de penser qu'on va réussir à faire la convergence des dominés en partant du principe que la domination les rend, encore une fois, fait qu'ils sont en eux-mêmes de gauche, quoi. Je ne sais pas si l'explication est... Au-delà de ça, je pense, et je vais essayer de ne pas m'étendre parce que c'est quelque chose de compliqué, et je pense que je prends du temps parce que je suis moi-même encore en train d'essayer de l'articuler. Je parlais tout à l'heure de la question de l'enracinement. Il y a, on va dire, dans une forme d'analyse qu'on pourrait dire tronquée du capitalisme, l'idée que le capitalisme, c'est un système dans lequel on a une élite qui s'enrichit sur le dos
d'une majorité silencieuse qui est exploitée. Là, on a une version clairement de droite enfin clairement d'extrême droite de ça, qui est le producérisme, l'idée qu'on a des producteurs qui sont menacés par des parasites, que seraient des parasites d'en haut, qui seraient la finance internationale, le cosmopolitisme, etc., et des parasites d'en bas, que seraient les personnes immigrées, les personnes assistées, etc. Et derrière ça, pour moi, il y a une intrication forte avec cette idéologie de l'enracinement qui est toujours très forte et je pense assez peu questionnée en fait à gauche, avec l'idée qu'on aurait d'un côté une forme de vérité qui résiderait dans le rapport à une matérialité pure que serait la terre ou que serait une production réelle, et de l'autre une forme d'irréalité, d'immatérialité que serait le travail intellectuel, que seraient des formes de vie qui ne seraient pas ancrées dans une production immédiate, etc. Et ça, c'est très fort dans la mentalité rurale qui est la mienne, et je ne dis pas que c'est toutes les mentalités rurales. Je pense que c'est très fort ce qui constitue, et ce n'est pas moi qui le dis, je peux parler de producérisme, il y a un type qui s'appelle Michel Feher qui a écrit un bouquin là-dessus récemment, mais ce n'est pas du tout une idée nouvelle. C'est une idée qui est plutôt en fait concomitante de l'émergence aussi de l'idéologie de l'enracinement. Mais en gros, c'est une idée qui, je crois, nourrit l'adhésion, le répertoire politique de l'extrême droite et l'adhésion à ce qu'il est, mais qui par ailleurs est peu perçu, peu critiqué, je pense, dans la gauche. Peut-être que si je vais au bout de ce que j'essaie de dire, les questions que je pose sont beaucoup... Enfin, en tout cas, c'est pas pour dire que je vais plus loin, mais enfin, si, j'ai qu'à assumer la conflictualité avec les gens qui me maltraitent quand même, merde. Quand je parle de la question de l'appartenance, je parle par exemple de la question de la propriété de la terre. Si on ne va pas jusqu'à se questionner sur la propriété de la terre, je crois qu'on ne va pas au bout du questionnement. Moi, chez moi, pour le dire très concrètement, il y a une logique très simple. On a bien le droit de niquer chez nous puisqu'on est chez nous. On a bien le droit de faire ce qu'on veut, on est quand même chez nous. Donc si on est chez nous, il y a des gens qui ne sont pas chez eux. Si on part du principe que tout le monde est chez soi et qu'il va bien falloir partager, on est obligé de se poser la question tout à fait différemment. Mais la question qu'on commence à poser, elle fait beaucoup plus mal parce qu'elle vient questionner beaucoup plus profondément notre rapport au monde. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ces questions-là. Et je crois notamment que pour ce qui est de l'endroit où j'habite, s'y révèle un nœud politique qui vient questionner l'ensemble de la société, qui est cette question de l'essentialisation entre un peuple et sa terre. Voilà. Et là, on est bien obligé d'aller poser des questions qui font mal, mais aussi la question du capitalisme en tant que mode de production et de qui produit quoi pour qui aujourd'hui. J'ouvre des grosses questions, donc j'espère que ça va. Mais peut-être pour le dire, je vais essayer de le dire plus simplement. À un moment donné, l'exploitation que requiert ce système pour continuer à exister implique dépossession, et cette dépossession, il faut bien la justifier idéologiquement. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toute une partie de la gauche a plus à cœur d'aller, entre guillemets, chasser sur les terres du RN, en tout cas de se dire on va reprendre des éléments de langage et on va essayer de faire comme si c'était de gauche, plutôt que de se poser la question de, à un moment donné, où est-ce qu'on a perdu sur la bataille idéologique, et que si vraiment on va à la racine de ce qui pourrait être des enjeux d'émancipation qui sont les nôtres, on pourrait les appeler de plein d'autres façons, mais en tout cas, si on veut aller plus à la racine des problèmes qui se posent aujourd'hui, on est bien obligé d'entrer dans une conflictualité beaucoup plus forte que celle qu'on assume actuellement, peut-être pour le dire vite, comme ça. Et moi, j'assume, par exemple, aujourd'hui, mais c'est nouveau, j'assume de dire que l'endroit où j'habite, aujourd'hui, est aux mains d'abord de l'agro-industrie, mais que et j'ai envie de dire parce que peut-être pour le dire vite, la représentation de la ruralité, y compris par les ruraux, dans une ruralité comme la mienne, c'est que ruralité égale agriculture et que agriculture égale les hommes, pour le dire, et les hommes blancs, évidemment. Voilà. Et que aujourd'hui, on n'arrive pas à remettre en question la légitimité première de ces personnes-là, qui sont là depuis le plus longtemps, qui compris, maintiennent les traditions, etc.
alors même qu'on voit bien, encore une fois, que ce discours, que cette forme d'appartenance justifie, permet, autorise et même nourrit ce qui va finir par nous déloger tous et toutes de l'endroit où on habite. Alors peut-être pour le dire plus simplement, à ne pas vouloir partager, on finit par s'annihiler soi-même, quoi, peut-être, quelque chose comme ça. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Moi, j'avais une question sur l'écriture. Enfin, vous parliez tout à l'heure du lien entre la question du corps et de la nature. Et je trouve qu'il y a des passages très troublants où ça se mélange. Et votre personne est la nature. Enfin, je relisais ces passages et c'est assez perturbant. Et vous parliez du corps-territoire tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez dire un peu plus là-dessus? Moi, j'étais hyper embêtée en écrivant Pecknote parce que c'est le moment où on se rend compte que le langage ne correspond pas à ce qu'on a envie de dire du monde. Dans La vie têtue, il y a un passage que j'ai écrit qui a été une espèce d'épiphanie comme ça quand mon enfant qui est là a commencé à parler. C'était au printemps. Donc elle apprenait le langage en même temps que, et c'était dans notre hameau, et elle apprenait le langage en même temps que tout revenait à la vie. Et donc en fait, il y avait une espèce de mouvement comme ça d'elle qui se saisit du langage et de la vie qui revient, qui était assez fou. Et ce qui m'a vraiment frappée, que je n'avais pas mesuré, c'était à quel point en fait, il y a un moment comme ça au début du langage qui est complètement magique, où les enfants commencent à parler, mais n'ont pas encore les catégories, c'est-à-dire elles n'ont pas le genre, elles n'ont pas les espèces, elles n'ont pas ces catégories qui nous servent à trier l'ensemble de nos relations, on pourrait dire, ce qui compose nos mondes. Et où du coup, en fait, le langage est très exactement relationnel, c'est-à-dire tout est nommé à partir de l'expérience et de la relation qu'on a avec ce qu'on nomme, et pas de la case dans laquelle on est censé ranger ce qu'on nomme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça m'a émue parce que je me suis demandé quel serait un rapport au monde, dans quel monde on vivrait, si on avait réussi, si on pouvait garder cette relation éminemment relationnelle et non pas catégorisée du monde qui est le nôtre. Alors c'est pour ça que je parle de cosmogonie dans La vie têtue, parce que je pense que notamment la perte des cosmogonies en fait, est aussi une perte de la relationnalité, est une perte de la richesse des relations qui sont à la fois l'expérience sensorielle et à la fois le sens qu'on donne à ce qui compose nos mondes. Et du coup, moi, dans l'écriture, j'ai été embêtée parce que je crois que je suis dans une espèce de tension où à la fois j'écris pour être lue et j'écris aussi pour être lue par les personnes qui m'entourent, par mes amis, par les gens de chez moi, par des gens qui vont pas forcément aller lire des livres, des essais ou des livres avec une langue difficile d'accès. Et à la fois, je vois bien que les mots qui sont les miens dans Pecknote ne sont pas suffisants, absolument pas, pour pouvoir parler de la façon dont je voudrais parler. Je vous donne un exemple très simple. Pour moi, la question du corps et du territoire, c'est qu'en fait, on est tous et toutes prises dans un enchevêtrement de relations et on ne peut pas être séparés en fait, de ces relations. On n'existe pas en dehors de ces relations. On n'existe pas en dehors des relations humaines qui sont les nôtres, mais on n'existe pas non plus en dehors des relations avec le non-humain autour de nous, vivant, avec le visible et l'invisible. En fait, on est des petits mondes, quoi. Et là-dessus, il y a plein de gens qui ont fait des apports. On peut penser à la question de la parenté, de Donna Haraway, de la question des familles, comment on peut faire famille avec justement tout ce qui compose nos mondes. Et les mots qu'on a aujourd'hui ne sont pas suffisants. Moi, je parle dans Pecknote de milieu, de territoire. J'utilise beaucoup le mot territoire, mais il n'est pas du tout suffisant. Le mot paysage non plus n'est pas suffisant. Et le mot corps, il est fatigant au bout d'un moment. On n'en a qu'un, c'est terrible. Et en plus, il est au masculin. Parce qu'on pourrait aussi rajouter la question du genre là-dedans. Moi, j'ai une frustration à utiliser des mots genrés, dont je vois bien qu'ils ramènent en permanence la perception d'un monde qui, à mon avis, non seulement est appauvrissante, mais complètement construite dans un rapport aliéné à ce qui, encore une fois, compose nos mondes et sans quoi on n'existerait pas.
Je ne sais pas si ça fait sens. Et du coup, j'en discutais cet été avec une amie qui est graphiste et qui fait partie d'une collectif qui s'appelle Bye Bye Binary, qui crée des typos non binaires. Et j'expliquais le fait que moi, je n'utilise pas l'écriture inclusive. Alors, en tant qu'éditrice, dans la collection de poésie que je dirige, on utilise une typo non binaire, ce qui fait que quand une poétesse écrit avec un point médian, ça va systématiquement être traduit dans des glyphes, dans ce qu'on appelle des glyphes non binaires, qui vont permettre des formes neutres en fait. Donc plutôt qu'avec l'écriture inclusive où en gros on a une forme masculin, féminin avec un point qui lie, là on a des formes neutres par l'invention de glyphes qui vont permettre d'écrire les mots de façon neutre. Il faudrait que je vous montre, peut-être si vous ne voyez pas, mais je vous invite à aller voir. Et donc avec cette personne qui est graphiste dans ce collectif, on discutait de ça, de ma frustration vis-à-vis de ça. Et je disais peut-être il faudrait que j'écrive une deuxième version de La Vie têtue, ou alors une version avec une page genrée de façon binaire, avec les mots dont j'aimerais me défaire, et une page qui serait un peu la traduction de la langue telle que j'en ai besoin finalement pour réussir à dire le monde que j'ai envie d'habiter, quoi. Ouais, ça fait envie. Des questions? Le bâton de parole a circulé. Peut-être, moi j'avais une question sur le... Qu'est-ce qui guide? Tu parlais du militantisme qui en fait a nourri ton écriture et probablement du coup aussi de l'écriture qui nourrit tes choix d'engagement et même de lieu de vie potentiellement. C'est quoi les critères, enfin c'est quoi les grandes lignes, les choses qui nourrissent justement ces choix-là pour toi politiques, quoi, de comment tu choisis sur le comment, si on vient sur le comment tu choisis de t'engager, avec quelle modalité, quelle priorité, quel format, voilà. Ah, c'est une question difficile, ça. C'est une question difficile parce que j'ai plus tellement l'impression de choisir dans ma vie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, mon militantisme, je ne sais même pas s'il faut parler de militantisme, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un tel moment de menaces sur les existences auxquelles je tiens. Que moi, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est juste... que tout ce qui m'oriente aujourd'hui, ce qui me dirige, c'est juste de se défendre, quoi, de se défendre de ce qui nous est fait. Donc, c'est pas très désirable en soi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je crois que ce livre-là m'a vraiment... a été vraiment un virage, quoi, dans ma vie joie militante, ouais. Et notamment sur le fait de... Une des thèses fortes de joie militante, c'est l'idée que ce qu'ils appellent la joie, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que donc Joie militante est un livre qui s'inspire de la philosophie de Spinoza, donc je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà dit beaucoup de trucs très théoriques. Mais en gros, l'idée que c'est par le fait d'investir profondément tout ce qui constitue nos relations et de nourrir toutes les formes d'interdépendance que sont nos vies, qui maintiennent nos vies en vie, en gros, pour le dire comme ça, qu'on va réussir à la fois à nourrir la joie en tant que puissance transformatrice et à subvertir tout ce qui vient dans nos vies constituer des formes de médiation. Et donc de nous déposséder, en fait, de nous amener cette illusion qu'on ne serait pas interdépendant. Alors, cette illusion, elle est située géographiquement, historiquement, c'est la modernité occidentale, etc. Cette idée qui amène à des formes de vie individualisées où on pense que l'individu existe sans ce réseau relationnel, encore une fois. Et du coup, voilà, ce qui est vraiment fortement défendu dans Joie militante, c'est cette idée de nourrir les relations. Et moi, je crois que ça fait partie des choses que je continue d'appliquer dans ma vie aujourd'hui. C'est de considérer que toutes mes attaches relationnelles ont une force de subversion, mais aussi une force de vie, une force de joie qui est ce que j'ai envie de nourrir. Voilà. Merci. Peut-être une question sur la dimension de genre.
puisque c'est hosté par les fameuses et que c'est voilà. Qu'est-ce que peut-être simplement qu'est-ce que tu pourrais en dire les quelques passages qu'on a lus et les autres extraits que j'ai lus nous en disent un peu plus long, mais voilà, comment toi tu le raconterais ça? Ouh là là, ok. Ouais, on a plus de 2 minutes. Ouais, ça va être compliqué en 2 minutes là. Ouais. Bah si, peut-être je peux... Alors, je ne sais pas si on va le trouver, mais peut-être je peux répondre par un texte. Mais voilà, il va falloir que je le trouve. Donc, Oui, avec un livre qui a une numérotation... Oui, alors parce qu'en fait, il est numéroté comme un recueil de poésie. Ok. Et donc, en fait... Ah voilà, il est là. Et voilà, donc en fait, ça perturbe un peu tout le monde, c'est normal. Je peux répondre par un texte ? Bien sûr, avec plaisir. Il est possible finalement que le féminisme m'ait appris à regarder autrement le territoire d'où je viens. Certaines ruralités, comme le corps et l'existence des femmes, n'existent que pour les autres. On s'y construit dans l'idée d'une altérité supérieure et dont on a la charge. On y accepte l'idée de se sacrifier au nom d'une mission nourricière. Aussi, l'anéantissement qui nous guette n'est pas sans justification, bien au contraire. Chaque haie arrachée, chaque nuit sans sommeil, chaque mort en chemin, et tous les moments où le corps lâche, tout ça n'est pas pour rien. Au terme des vies épuisées, malmenées, des terres liquidées, il y a la mission accomplie, nourrir le monde ou les siens, une famille ou une société entière, et accepter par avance qu'après nous avoir tout pris, celles-ci nous délaisseront. C'est peut-être pour cela qu'ici les hommes ont la masculinité si démonstrative, pour gratter la honte d'appartenir à une terre féminisée par l'exploitation. Ce texte, il parle de la façon dont, moi, ça m'interpelle, parce que ce discours de nourrir le monde, on le sait, c'est vraiment le discours de la FNSEA, et comment la responsabilité nourricière dans la société patriarcale, elle est principalement, enfin, c'est la responsabilité des femmes, mais que là, elle est endossée par les hommes d'une façon profondément patriarcale. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une contradiction à cet endroit-là, et je pense qu'il n'échappe à personne en vérité, surtout pas aux premiers concernés. Dans le moment où je faisais des recherches pour Pecknote, j'ai vu un court documentaire sur la... Il y a une médiathèque, médiathèque de Bretagne, la Cinémathèque de Bretagne, avec des archives en ligne. Donc c'était un court documentaire sur les femmes d'agriculteurs. C'est comme ça qu'elles sont présentées dans les années 70. Et il y en a une qui dit un truc qui m'a vraiment marquée. Elle parle de la mécanisation de l'intérieur et la mécanisation de l'extérieur. Parce qu'au moment où les tracteurs arrivent dans les fermes, c'est aussi le moment où on a un certain nombre d'outils ménagers qui arrivent, d'électroménagers qui arrivent dans les maisons. Et elle parle de la mécanisation de l'intérieur en expliquant comment, en fait, en gros, c'est le moment où il y a une montée des revendications féministes. Donc, alors elle ne parle pas de féminisme, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Elle dit, voilà, imaginons que la femme se plaigne de plus en plus de faire systématiquement la vaisselle. Ça crée de la tension dans le couple. Au bout d'un moment, le mari se dit qu'il va s'y mettre. Il s'y met un petit peu, il découvre que c'est extrêmement pénible et il achète un lave-vaisselle. Est-ce qu'on a résolu le problème ? Ça, c'est elle qui le dit comme ça. Est-ce qu'on a résolu le problème ? On n'a rien résolu du tout. On l'a dissimulé. Et avec la mécanisation de l'extérieur, ce qu'elle appelle la mécanisation de l'extérieur, en fait, et elle ne le dit pas, c'est elle qui met ça en parallèle, et ça, c'est moi qui le dis, la mécanisation de l'extérieur produit exactement la même chose, puisqu'en fait, la mécanisation permet de n'avoir plus recours au service de la communauté. On n'a plus besoin de faire toutes les tâches qu'on faisait ensemble avant dans la paysannerie, on n'a plus besoin de les faire ensemble, on les fait tout seul. Et donc on n'a plus de dépendance, on n'a plus cette interdépendance avec celles et ceux avec qui on fait communauté. Donc encore une fois, la question du partage des tâches, là aussi, elle est fondamentale. La question de ce qui fait le commun, en fait. Voilà. Et de comment on le nomme pour se le répartir, enfin pour dire comment on se le répartit aussi. Complètement. Comment on le voit, si c'est une charge, quelque chose de positif, de valorisé. Peut-être pour finir un peu sur cette dimension-là, ce que tu disais sur le corps-territoire, etc.,
en Amérique du Sud ou dans le continent américain, il y a beaucoup il y a un rapprochement avec l'écoféminisme, même si il ne se dit pas comme ça. Et ce que tu proposes, c'est très proche de ça. Et tu ne nommes pas ça comme ça. Là, on voit que tu as parlé de féminisme. Il n'y a pas beaucoup de fois ce terme-là dans le texte. Est-ce que c'est un choix délibéré, un choix... Et si oui, pourquoi? Ouais, parce que je me méfie énormément des catégories. Parce que je trouve dès qu'elles sont nommées, elles sont très rapidement marchandisées. On l'a vu avec l'écoféminisme. Et que je me méfie aussi des étiquettes. C'est-à-dire, moi, j'ai pas tellement envie de... Même si ça revient tout le temps, parce que quand on m'invite, il faut tout le temps dire que je suis féministe, que je suis ça, que je suis ci, parce que c'est ce qui va justifier de me faire parler d'un truc ou un autre. Mais moi, j'ai plutôt envie de les éviter parce que j'aime bien penser et écrire à partir de ce qui constitue des interstices, des culs entre deux chaises, des tensions, des irrésolus. Je trouve que ça me nourrit plus, ça m'intéresse plus. Et précisément sur la question de l'écoféminisme, moi, ça a été très important dans ma trajectoire, l'écoféminisme. En plus, j'ai la chance d'être éditée par Isabelle Cambourakis, qui, je crois, on peut le dire, a ramené l'écoféminisme, enfin, a fait revivre l'écoféminisme en France. Mais encore une fois, et comme avec le féminisme, il y a eu un phénomène de marchandisation et d'emprise très clair par le capitalisme qui systématiquement vient vider en fait, de son contenu subversif. Et bon, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais du coup, moi j'aime bien me tenir plutôt à côté. Enfin, j'ai envie d'essayer d'avoir cette attention de me tenir plutôt à côté. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous allons conclure ce moment. Merci.